au Père-Lachaise, sur les traces de Delacroix. Nous y La sommes. voilà. La voilà. Elle est très noire. Je la voyais brillante. Ah oui. Très simple et très noire. Tiens, c'est curieux ça. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Aussi noire. Tiens, c'est très curieux. Elle est belle. Oui, elle est belle. Grecque. Ouais. Lui qui trouvait que David avait massacré les Grecs et qu'il n'avait rien compris. Et qu'au Maroc, il avait retrouvé l'essence de l'Antiquité, du paganisme, et que tout ce qu'on avait fait à ce sujet avant était du carton-pâte, quoi, en quelque sorte. C'était des Grecs complètement imaginaires. C'est bien, c'est comme les frises du Parthénon, là. Elle est fleurie aussi. Oui. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent des fleurs pour Delacroix. Même un petit bouquet d'œillets qui est posé, là. Le journal de Delacroix, ou ces mots que le peintre nous cache. Louroux, mardi 3 septembre. Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l'espère. J'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. Je le commence dans d'heureuses dispositions. Je suis chez mon frère. Il est 9h ou 10h du soir qui viennent de sonner à l'horloge du Louroux. Je me suis assis 5 minutes au clair de lune sur le petit banc qui est devant ma porte pour tâcher de me recueillir. Mais quoique je sois heureux aujourd'hui, je ne retrouve pas les sensations d'hier soir. Jean-Pierre Guilherme. Le projet, c'est surtout celui d'un très jeune homme, qui courageusement prend la plume pour poursuivre, pour entamer plutôt un processus de correction morale. C'est presque amusant dans la mesure où les premières pages sont celles d'un jeune peintre qui pose, en fait. Il pose en écrivain ayant à faire une tâche de rectification de sa propre vie par l'écriture, de corriger, comme il le dit, ses variations par l'écriture, donc d'essayer de se constituer une sorte d'image morale de lui-même, alors que en fait il vient en tant que peintre de connaître son premier succès, puisque c'est en 1822 et Dante et Virgile qui a été exposé au salon a été acheté immédiatement et acheté 1200 francs, ce qui est une somme relativement importante pour l'époque. C'est donc déjà un très jeune peintre notoire qui commence une belle carrière, c'est indubitable, et peut-être est-ce lié. Alors il y a cela, il y a ce statut du peintre qui est en train d'arriver et qui pousse à cette opération de vertu par l'écriture qui s'affiche dans les premières pages du journal. Et puis il y a autre chose qui est sans doute beaucoup plus fondamentale et qui curieusement n'apparaît pas dans le texte qu'il écrit le premier jour, mais seulement le surlendemain. Le surlendemain, il note que c'était avant-hier l'anniversaire de la mort de sa mère bien-aimée, et que c'est ce jour-là qu'il a commencé à écrire le journal. Par une sorte de coïncidence non consciente au départ, qui néanmoins apparaît 2 jours après, parfaitement consciente, de relation entre l'écriture et
la mort de la mère, le souvenir de la mort de la mère, et je crois que tout, en fait, se décide jusqu'à la conclusion du journal, jusqu'aux ces dernières pages griffonnées au crayon par lesquelles le journal se termine. Tout se décide peut-être là, dans cette pause de l'analyste moral qui entend rectifier quelque chose en lui, quelque chose qui échappe. Et cette mémoire de la mort de la mère, cette mémoire d'une perte qui va du côté de tout ce qu'il notera sans cesse de sa mélancolie d'une part, et d'autre part du rôle du souvenir dans toutes ses expériences, en particulier dans toutes ses expériences de plaisir. Jeudi 5 septembre. Peu de choses remarquables hier 4. C'était avant-hier l'anniversaire de la mort de ma bien-aimée mère. C'est le jour où j'ai commencé mon journal. Que son ombre soit présente quand je l'écrirai, et que rien l'y fasse rougir de son fils. Au centre, en haut, l'énorme et légère femme au sein de guerre, la robe maintenue par une corde, demi-nue, virile, se meut, le pied nu sur la terre. Profil doux et dur de déesse antique et de fille des rues, regard de commandement précis, de pitié souveraine. Le bras droit brandit le drapeau tricolore, dont les plis roulent en arrière. Le bras gauche est armé du fusil baïonnette. La liberté est belle, d'une beauté chaste et bouillante, elle fait irruption, elle conquiert. On la voit invulnérable. Tous les autres mourront, non elle. Avec le petit voyou qui l'accompagne, elle forme un couple, le plus beau des couples, celui de la mère et du fils. Pierre-Jean Jouve. L'essentiel est, par l'écriture, de mener une réflexion, de se poser à lui-même un certain nombre de problèmes, d'essayer de les résoudre, d'essayer, au sens de Montaigne, de faire des essais sur ce qu'il a entendu dans la journée, sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il a lu surtout parce qu'il lit énormément, sur ce qu'il a vu bien sûr, et en fait aussi sur ce qu'il a peint. Bon. Donc toute une série d'essais de réflexion, ça c'est un aspect fondamental de l'écriture. L'écriture sert à ça, et probablement il est indubitable qu'à cet égard-là, la peinture ne peut pas remplir cette fonction. Et d'autre part, et souvent évidemment ça interfère, l'écriture est mémoire, est retour de ce qui vient d'être vécu, et de ce qui, venant d'être vécu, se relie à quelque chose qui a été vécu antérieurement, parfois très lointainement. Et il y a toujours cette espèce de va-et-vient dans l'écriture du plaisir, entre le moment de l'écriture, où le plaisir est déjà passé, et le moment du plaisir qui lui-même renvoie, en général, à un moment antérieur encore, à un moment premier peut-être, qui est le moment mélancolique, le moment fondateur de la mélancolie, en tant que la mélancolie est perte. Mercredi 7 avril. Ce matin, Hélène est venue. Oh, disgrâce. Je n'ai pu. La première et la plus importante chose en peinture, ce sont les contours. Le reste serait extrêmement négligé que, s'ils y sont, la peinture est ferme et terminée. J'ai plus besoin qu'un autre de m'observer à ce sujet, y songer continuellement et commencer toujours par là. Le Raphaël doit à cela son infini et souvent aussi Géricault. Je viens de relire en courant tout ce qui précède. Je déplore les lacunes. Il me semble que je suis encore le maître des jours que j'ai inscrits
quoi qu'il soit passé. Mais ceux que ce papier ne mentionne point, ils sont comme s'ils n'avaient point été. Dans quelles ténèbres suis-je plongé? Faut-il qu'un misérable et fragile papier se trouve être, par ma faiblesse humaine, le seul monument d'existence qui me reste? L'avenir est tout noir. Quelles vont être les figures de la perte dans le journal? Il y en a plusieurs. Oui, elles sont multiples. Hein. Il y a, surtout dans le journal de jeunesse, qui est assez singulier d'ailleurs, il y a la hantise de la perte de mémoire. Hein. La hantise d'une mémoire insuffisante, enfin qu'il dit toujours insuffisante, et qui risque de faire perdre ce bien qu'est le vécu. Il écrit des choses qui sont parfois très belles sur la mer. Enfin, la mer, c'est Dieppe où il va d'abord, puis Fécamp. À Dieppe, un jour, il note l'odeur de la mer. Hein, cette odeur de la mer dont il dit que surtout à marée basse, hein, qui est la chose la plus pénétrante, pas le charme, plus exactement, le plus pénétrant de la mer. Et il ajoute que la puissance incroyable de la jouissance qu'il éprouve à cette odeur de la mer, hein, le remet dans des moments d'autrefois, dans des moments qu'il ne précise d'ailleurs pas nécessairement, qu'il ne précise pas, hein, qui sont des moments perdus. Jeudi 27 octobre. Impossibilité de travailler. Est-ce mauvaise disposition ou bien l'idée que je pars après-demain? Promenade dans le jardin. Et surtout station sous les peupliers de Bayavé. Ces peupliers, et surtout les peupliers de Hollande, jaunissants par l'automne, ont pour moi un charme inexprimable. Je me suis étendu à les considérer, se détachant sur le bleu du ciel, à voir leurs feuilles s'enlever au vent et tomber près de moi. Encore un coup. Le plaisir qu'il me faisait tenait à mes souvenirs et aux souvenirs des mêmes objets, vus dans des temps où je sentais près de moi des êtres aimés. Ce sentiment est le complément de toutes les jouissances que peut donner le spectacle de la nature. Je l'éprouvais l'année dernière à Dieppe, en contemplant la mer. Au Louvre avec Nicole Savy. On peut peut-être aller voir le premier tableau important. Il y a les fameuses couleurs de Delacroix, cette peinture de cannibale, comme disait un contemporain, qui réjouit absolument Baudelaire. Bon, là pour le Dante et Virgile, on voit apparaître cette opposition qui est presque constante chez Delacroix entre les rouges sanglants et les verts toujours présents, les verts sombres, avec pas mal de bleus, de mauves qui sont tout de même caractéristiques de la palette de Delacroix, très très différente de la palette de son successeur en réalité dans l'histoire des modernités en peinture qui est Manet. Il y a cette étrange chose qui est l'absence totale de pitié ou de compassion dans sa peinture. Tout est d'une violence et d'une exaltation véhémente dont le but est toujours d'atteindre à la volupté. Toujours, que ce soit ces mauvais anges, quoi, que ce soit par le sujet, par la manière de peindre, par la lumière,
c'est toujours, ou que ce soit même le Dante et Virgile, son premier grand tableau qu'il a voulu montrer, pour lequel qu'on a fait acheter d'ailleurs, et qui est un tableau extraordinaire. Il y a cette eau noire qu'on sent dans le tableau sans fond, et qui est cette espèce de sentiment de véhément que Dante a sur ce bateau devant l'abîme. C'est ça, c'est-à-dire il n'y a pas de fond, il n'y a pas de bout des choses pour Delacroix. Il y a quelque chose d'infini, mais pas un infini abstrait, un infini qui se mord la queue. Il y a un infini à la fois spirituel, mental, physique et spatial. C'est cet infini-là qui est à l'intérieur de l'homme, chose dont on a perdu le sens au XXe siècle. Bon, pour le Dante et Virgile, Baudelaire parle de puissance sauvage, de désespoir de l'enfer, et puis ce qu'il admire beaucoup dans ce tableau aussi, c'est la formidable capacité de simplification de Delacroix. Mais pourquoi toujours s'indigner de ma faiblesse? Puis-je passer un jour sans dormir et sans manger? Voilà pour le corps. Mais mon esprit et l'histoire de mon âme, tout cela sera donc anéanti, parce que je ne veux pas en devoir ce qui peut m'en rester à l'obligation de l'écrire. Au contraire, cela devient une bonne chose que l'obligation d'un petit devoir qui revient journellement. Une seule occupation, périodiquement fixe dans une vie, ordonne tout le reste de la vie. Tout vient tourner autour de cela. En conservant l'histoire de ce que j'éprouve, je vis double. Le passé redeviendra en moi. L'avenir est toujours là. Il me reste environ 240 francs. Pierret me doit 20 francs. Aujourd'hui, déjeuner, œufs et pain, 0 francs 30. À Berguigny, 3 francs. Belot, couleur, 1 franc 50. Dîner, 1 franc 20. Total, 6 francs. Il est parfois, dans son écriture, et probablement il l'était dans sa conversation, extraordinairement désagréable. C'est un monsieur qui a des humeurs, et ces humeurs sont toujours extrêmement anti-modernistes, anti-contemporain, anti-romantique, anti tout ce qu'on en voudra. Il déteste la démocratie, il déteste le présent, il déteste les machines agricoles, puisqu'il a un couplet sur les machines agricoles. Il déteste tout ce qu'on peut considérer comme la modernité même de l'époque qu'il vit, qui est la modernité industrielle, économique et politique du Second Empire. Alors, il s'en accommode en fait fort bien, c'est un notable et il bénéficie très largement du Second Empire. Mais cette modernité en même temps le dégoûte, et par rapport à cela, il édifie tout un texte qui est un texte de la loi, y compris de la loi esthétique. Il y a des couplets sur les mérites des antiques qui sont absolument surprenants de la part de celui qu'on aurait tendance à prendre pour un romantique. Il tient des discours de classiques. Couleur étoile, 11 francs. Commissionnaire, 1 franc. Portier de l'atelier, 10 francs. La couleur est un problème qu'il vit d'une façon très, très aiguë. La couleur, pour l'imaginaire du XIXe siècle, c'est la partie féminine de la peinture. Le dessin, c'est la partie masculine. Le dessin, c'est ce qui permet d'établir une articulation quasiment hiérarchisée entre le discours et la peinture.
c'est par le dessin que la peinture peut être illustrative de ces discours notoires qui, comme tels, en tant qu'ils orientent et déterminent la production du tableau sur le plan de son sujet, qualifient le peintre. Et la hiérarchie est très clairement formulée. Elle date du XVIIIe siècle, très probablement, voire antérieurement, mais elle n'est pas du tout caduque au XIXe siècle, et surtout pas à l'époque où écrit Delacroix. On peut même presque dire que l'académisme, à cet égard-là, a une tendance à se fossiliser, plus il est combattu et plus il se durcit. Et on est à une époque où les grands genres à la fois sont en pleine déperdition à bien des égards, mais en même temps demeurent très fermement les pratiques qui permettent, par leurs difficultés, mais aussi par leur articulation sur les grands discours de référence de l'humanisme, les grands textes, permettent de qualifier le peintre. Or, Delacroix a une volonté qui est évidente, pas de faire une carrière de grand peintre. Je crois qu'il n'y a pas de bassesse là-dedans, et il y a au contraire une ambition légitime qu'il étaye d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est l'une des récurrences des mêmes phrases dans le journal. Il étaye cet orgueil personnel, cette ambition personnelle d'une phrase que lui aurait écrite Stendhal, enfin Belle, ne négligez rien de ce qui peut vous faire grand. Enfin, il le répète à plusieurs reprises. Or le problème, c'est que dans les institutions, mais aussi l'imaginaire du temps, on est grand par le dessin, on est grand par cette convenance qu'a la pratique du dessin à la figuration illustrative des grands textes de référence. Or, il est bien évident que sa jouissance à lui est une jouissance fondamentalement suscitée par la couleur. La couleur est la partie féminine de la peinture. Et on n'est pas grand par la couleur. Lundi 10 juin. La partie du ciel, après les plus grands clairs du soleil, c'est-à-dire déjà foncé, jaune, chrome, foncé, blanc. Blanc, lac et vermillon. La terre de Cassel et blanc forment les demi-teintes décroissantes. En général, excellent pour toute demi-teinte. Les clairs, jaune clair sur les nuages au-dessous du char. De cadmium, blanc, une pointe de vermillon. La partie du ciel plus orangée, à partir du cercle lumineux, sur une préparation orangée, frôlé à sec un ton de jaune de Naples, vert bleu et blanc, en laissant un peu apparaître le ton orangé. Ton orangé très beau pour le ciel. Terre d'Italie naturelle, blanc, vermillon. Vermillon, blanc, lac et quelquefois un peu de cadmium et de blanc. Peut-être précisément, c'est une espèce d'intuition géniale qu'il a là, qui est de rapprocher le fait d'écrire, c'est-à-dire le fait de se constituer un masque, de se constituer une image, de se maquiller en peintre, de faire, de s'apprêter en peintre. C'est peut-être précisément, puisque c'est ça qu'il fait dans le journal. Il invente l'image du peintre, une espèce de mythe du peintre de génie. Peut-être c'est précisément ça, en fait, la comédienne. Delacroix, là, fait la comédienne. Non? Il y a déjà ce parallèle avec la voix, mais en plus, il y a ce parallèle avec le jeu, avec la fiction. C'est pas obligatoirement... il ne fait pas la comédienne, mais cette voix féminine qui l'enveloppe, il s'enveloppe d'une voix féminine, je pense. C'est l'autre, c'est pas lui. Lui, il a cette élan. Mais par contre, il est en rapport soit de séduction, soit de lutte, avec un autre ou une autre qui a la forme enveloppante, qui a tout un tas de formes, qui est extrêmement plastique, précisément, qui prend toutes les formes
que lui appelle à son secours et qui lui permet de se constituer, lui, une image masculine. Pense à affermir tes principes. Pense à ton père et surmonte ta légèreté naturelle. Ne sois pas complaisant avec les gens à conscience souple. Cela dit, quand on le nomme, quand on le désigne comme coloriste, on le met hors de lui. Et non sans raison, puisqu'on désigne en lui la partie féminine, à laquelle il ne veut en aucun cas être assigné. Donc tout l'effort du journal va être d'expliciter pour lui-même dans quelles conditions la grandeur peut être obtenue par la peinture en tant que couleur. Il va falloir que la pulsion coloriste qui va du côté de la décomposition, et ça, ce qui est tout à fait remarquable dans le journal de Delacroix, c'est la perception qu'il peut avoir de la relation entre la couleur et la mort, entre la féminité et la décomposition, la féminité de la couleur et la décomposition. Comment on va pouvoir gérer cette décomposition liée à la couleur pour faire que le tableau soit un tableau d'énergie. Bon, alors il y a un truc très curieux chez Delacroix, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du massacre de Kyo, il y a une ambiguïté dans les scènes peintes, en tout cas dans le massacre et dans Sardanapale, une ambiguïté entre cette espèce de sérénité qui exalte une sorte de volupté dans la perception du monde et des hommes, et la beauté des corps, la beauté même des corps massacrés, et la beauté de cet abîme qui est décrit, de ce crime abysmal de Sardanapale qui détruit tout autour de lui parce qu'il est perdu de toute manière, qui fait tomber, puisqu'il tombe dans l'abîme lui-même, tout ce qui l'entoure dans l'abîme. Il y a quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que tout ce qui l'aime disparaît dans un acte d'absolue cruauté, même son cheval. Et c'est là, disons, la nouveauté dans la pensée, disons, morale, si vous voulez, ou religieuse, dans le sens où Baudelaire disait que c'est le premier peintre religieux de son siècle. C'est là où est cette pensée personnelle. C'est-à-dire ça, c'est nouveau. C'est nouveau, cette alliance entre l'amour voluptueux du monde et la cruauté aussi absolue que cette passion véhémente dans l'amour. Les deux tableaux qui me semblent mieux exprimer cette chose, c'est justement Sardanapale et le massacre. Parce que c'est jusque dans la lumière, dans le massacre, et jusque dans l'éclairage de feu. Mais cet éclairage de feu dans Sardanapale est d'une beauté érotique extraordinaire. On sait que Delacroix était pour moi, c'est un faune ou même plutôt un centaure. Il a quelque chose du cheval dans son corps même. Et je ne sais pas oui, c'est Mérimée, je crois, qui justement décrit une scène de bordel. Ce qui est très intéressant, avec beaucoup d'esprit d'ailleurs et d'humour, où justement figure Delacroix. Alors, je vais vous lire le texte qu'il écrit. C'est dans une lettre qu'il écrit à Stendhal. D'ailleurs, c'est très amusant parce que comme on a lu les livres des deux, de l'épistolier et de celui qui reçoit la lettre. Alors voilà, il écrit ceci. Nous avons fait exécuter des exercices de gymnastique par 6 filles in naturalibus, et le but, c'était la contenance de chacun, ce qui est déjà pas mal, hein. Il s'amusait bien. Besançon était calme comme un enfant fidèle, entre parenthèses, il est toujours amoureux. Horace, de vieille Castel, superbe d'éloquence arsouille, mais notre ami Delacroix était frénétique. Il haletait, pantelait, et voulait les embrocher tout à la fois. Sans le respect qu'on doit au papier, je vous dirais de drôles de choses de son enthousiasme érotique. Et voilà exactement ce qui manque au journal. Et ça, il n'en parle pas, c'est sûr. Mais cette époque,
On en parlait peut-être dans certaines lettres. Et pourtant, le journal s'adresse à lui-même. Oui, je pense que c'est une chose que je comprends qu'il n'ait pas parlé de ces choses-là, parce que je pense qu'il avait... L'érotisme, c'est extrêmement difficile d'en parler. C'est un peu... Peut-être qu'il la peignait. Oui, je crois. Je crois que c'était pour lui comme la peinture. De toute manière, il dit à un moment, en exagérant un peu du peu, il répond dans une lettre à quelqu'un qui lui dit qu'est-ce que vous faites, ça va. Il lui dit beaucoup de peinture, un peu de femelle. Le reste du temps, je dors ou je morigène contre le destin. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Charles Baudelaire. Et effectivement, ce que l'on trouve dans Delacroix, c'est ce paradoxe-là. C'est comment faire de la décomposition une énergie. Comment faire de ce qui est englué dans les fantasmes de la féminité à bien des égards, comment faire que cette féminité ne soit pas faiblesse, ne soit pas pauvreté ou débilité, disons, mais soit au contraire constitutive de la grandeur. Ce dos nu de cette femme, qui est cette esclave qui va mourir, Michel Katz, qui est en rapport avec le regard du roi Sardanapale, qui est tout en haut de la toile, qui domine toute cette chute invraisemblable de Rose, avec ses morts en chaîne, car ce ne sont pas simplement les femmes, ce sont les chevaux, ce sont les aiguières qui meurent, tout va mourir, cette même longue traîne rose va mourir. C'est-à-dire que c'est un regard que ce roi de la Croix, Sardanapale, a sur le monde en train de crouler, qui est d'abord, à mon avis, prémonitoire de bien d'autres écroulements, d'empires ou d'autres certitudes. Et il en fait là quelque chose de merveilleusement érotique, c'est-à-dire qu'on est pris pieds et poings liés dans le désir, dans toute la dialectique du désir des deux côtés, c'est-à-dire que la femme qui va mourir, qui a ce couteau sur la gorge, elle est encore en train de désirer. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer le Sardanapale, ces femmes du Sardanapale, et celles du petit tableau qui est à côté, les femmes d'Alger dans leur appartement, sur lequel il y a un très beau texte de Baudelaire qui parle d'une insondable tristesse et qui dit que ce tableau dégage un parfum de mauvais lieux qui nous entraîne vers les limbes de la tristesse, qui nous introduit aussi, alors là je ne cite plus Baudelaire, mais c'est évidemment présent, vers un des sujets qui l'a le plus fasciné et qu'on retrouve dans Les Fleurs du Mal, puisqu'après tout ce qu'écrit Baudelaire sur Delacroix est une manière aussi de préparer son œuvre à lui, son œuvre de poète, qui est le thème de l'homosexualité féminine, enfin cette fascination pour ce qu'il appellera plus tard les femmes damnées. Oui, il y a la part de l'Orient qui est extrêmement importante, qui s'explique d'autant mieux que Baudelaire, et alors ça c'est une autre chose qu'il aime chez Delacroix, et quand je dis qu'il aime chez Delacroix, lui explique ça en disant « je reconnais chez Delacroix des images mentales, des images à moi », de la même manière qu'il a reconnu chez Edgar Poe des phrases, en le traduisant, des phrases qu'il lui semblait avoir lui-même pensées, lui-même écrites. Et alors donc, une des autres choses qu'il aime beaucoup chez Delacroix, c'est que c'est pas du tout un peintre de la nature. Effectivement, ces femmes du Sardanapale ou les femmes d'Alger sont des femmes parées, dénudées plutôt que nues, avec des phares, avec des bijoux, toute une beauté, bon, orientale bien sûr, mais dont le principal mérite est aussi d'être obtenu en lutte contre la nature. Baudelaire est quelqu'un, bon, il détestait par exemple, en réalité il déteste la peinture de paysage, une chose qui l'intéresse pas, c'est quelqu'un qui voulait, il l'a écrit dans La Fanfarlot, repeindre les prairies en rouge et les arbres en bleu, ça a été fait depuis. Chez Delacroix, il trouve la même chose, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la nature n'est qu'un dictionnaire dans lequel il faut bien sûr aller chercher des choses, des morceaux, des formes, mais qu'il faut utiliser, transfigurer, et ça c'est le travail formidable de l'imagination.
Oui, alors ces rapports entre Delacroix et Baudelaire, donc si on voit le journal, on s'aperçoit que Baudelaire n'aura pas compté quasiment dans l'existence de Delacroix. Quand Delacroix meurt, Baudelaire fait une conférence à Bruxelles sur la mort de Delacroix, une conférence dont on a le texte qui est visiblement complètement bouleversé, et dans laquelle il commence en disant « Je ne le verrai plus, cet homme que j'ai tant aimé », cet homme dont il avait commencé par faire le portrait en le décrivant comme une espèce de tigre exotique, enfin, il avait été fasciné par l'homme autant que par l'œuvre. Et donc, ce Baudelaire qui a construit son œuvre à lui en s'appuyant sur la peinture de Delacroix, qui a fait de Delacroix une espèce de père spirituel et affectif merveilleux et qui a rencontré un échec dans cette demande. Delacroix n'a pas voulu de Baudelaire comme fils, pas du tout. Bon, il a reproduit curieusement le même schéma dans l'autre sens, avec le vrai peintre de la vie moderne, celui qui a peint exactement le programme que souhaitait Baudelaire, qui venait le voir, et Baudelaire lui expliquait ce qu'il fallait faire, c'est Manet. « 3 septembre. J'ai pris le provincial à Paris de Balzac. C'est à lever le cœur. Cela ne peint que les petits détails de l'existence dérouée de 1840 à 1847, détails de coulisses. Ce que c'est qu'un rat, l'histoire du châle Selim, vendu à une Anglaise. Dans une très fameuse préface, l'éditeur met Balzac à côté de Molière, en disant que de son temps, il eût fait les femmes savantes et le misanthrope, et que Molière eût fait de son temps la comédie humaine. Ce qui lui paraît faire de Balzac un homme à part dans notre temps, c'est qu'au contraire de la plupart des écrivains de ce temps-ci, ses ouvrages portaient le cachet de la durée, et il nous dit cela en tête de cette rhapsodie où il n'est question que des petits mots de l'argot du jour et de toutes ces variétés de figures méprisables, affublées du petit travers du moment, figures et moments dont l'histoire ne gardera pas même de mémoire. C'est un grand lecteur de romans. Hein. Et pourtant, il se plaint de la qualité des romans modernes. Ah oui, ça, il s'en plaint. Mais de quoi ne se plaint-il pas? Hein, il se plaint, ça c'est sûr. Tout ce qui est moderne de toute façon est calamiteux. Donc il se plaint. Ce qui ne l'empêche pas de les lire. Hein, il se plaint de Balzac qu'il trouve plein de détails superflus, dont, je dirais, le réalisme, c'est un grand mot, ou plutôt c'est un mot vide, mais enfin disons, la représentation de la modernité sociale lui déplaît considérablement par son manque d'intérêt, au sens classique du terme. C'est-à-dire que là, véritablement, c'est un jugement classique. Il ne perçoit pas d'enjeux universels et de l'ordre des valeurs universelles dans le détail de Balzac et donc il le déteste, ce qui n'empêche pas qu'il le lise absolument constamment. Hein. Et lui-même, il passe son temps à écrire des détails dans son journal. Ah, lui-même écrit sans cesse des détails. J'ai donné 4 francs à Jenny aujourd'hui. Oui, ou la recette du bismuth pour les maladies d'estomac. Hein, c'est d'ailleurs une des... c'est d'ailleurs l'un des plaisirs, peut-être tout à fait propres au journal de Delacroix, que cette hétérogénéité là que vous signalez effectivement. Je me souviens d'une séquence où, rentrant d'une promenade en forêt, alors qu'il habite Champ-Rosay, donc du côté de la forêt de Sénart, près de Paris, il rentre chez lui et il pleuvait et il avait revu sur un mur ou sur un arbre, je ne me souviens plus très bien, des inscriptions d'amour, des marques d'amoureux, et il constatait que d'année en année, avec les pluies, les traces de l'amour s'effaçaient. Belle méditation, qu'on dirait romantique, mais qui est aussi assez fortement classique. Et après cette méditation sur les amours qui passent et les traces des amours qui passent, que restera-t-il de nos amours, hein, il note « J'ai cueilli des pissenlits
avec la servante. Ben, ce qui m'intéressait dans ce journal, c'était d'abord la rencontre entre la peinture que je connaissais par ailleurs et quelque chose que j'attendais. Enfin, j'attendais de ce journal énormément. J'attendais la révélation de toute l'esthétique romantique. J'attendais de voir la plume personnelle tellement appréciée, tellement aimée d'un artiste de premier plan. Et j'en attendais vraiment beaucoup de ce journal. J'attendais vraiment le grand texte intime, esthétique d'un homme du 19e siècle. Et c'est une œuvre unique, a priori. Enfin, on peut penser que c'est une œuvre unique, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'équivalent de ce genre pour le 19e siècle, du moins. Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Pas du tout. Ça a été une déception absolue et totale, puisque le journal, contrairement à ce que je pensais, n'était rien de plus qu'une série de notes à usage plus ou moins interne. J'y ai trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce journal? Eh bien, j'y ai trouvé, ma foi, des recettes de cuisine, recettes de cornichons au vinaigre, des recettes de peinture, il faut bien l'avouer quand même, des recettes de peinture concernant notamment les plafonds qu'il peignait, des aides-mémoires, mais également tout un aspect agenda, c'est-à-dire à chaque jour, le peintre note travailler aux Arabes, travailler à mon atelier de telle heure à telle heure, enfin une sorte de compulsion d'angoisse qui fait qu'il note tous les jours pour que rien ne se perde dans son journal, tout ce qu'il a envie de dire. Mais de théorie esthétique, finalement, assez peu, de romantisme, de grands élans, très peu, sinon quelques-uns, mettons dans le journal appelé traditionnellement de jeunesse, c'est-à-dire de 1822-1824. Mais finalement assez peu de choses qu'on aurait pu attendre, peu de confessions. Alors au début on a 1822-1824 des petits cahiers, mais vraiment des toutes petites feuilles de papier pliées, vaguement cousues, sans même une couverture, avec simplement une feuille blanche par-dessus, sur laquelle Delacroix a écrit de sa plus belle plume, journal 1822, avec les dates. Alors chacun des journaux couvre à peine une quinzaine de jours, puisque c'est juste 5 ou 6 feuilles, une dizaine peut-être, assemblées par une petite couture. Alors voilà un support léger, volatile, et journal bien vite abandonné, journal qu'il est étrange de sortir pour en faire le journal de 1822-24, alors qu'il y a tant d'autres papiers du même style aux environs. Bon, mais ensuite c'est différent, et c'est pour ça que peut-être que là, Joubin, quand il déclare qu'à partir de 47, Delacroix reprend un véritable journal, alors là, c'est tout autre chose. On a des énormes cahiers qui sont des vrais agendas du commerce qu'il a acheté en rentrant de sa promenade au Jardin des Plantes, comme il le dit. Oui, c'est ça, c'est vraiment des gros livres cartonnés, reliés, avec tout ce qu'on peut attendre d'un agenda, une page cartonnée avec les horaires de lever et de la lune, enfin tout ce qu'on attend des fonctions d'un agenda, et surtout des cases avec le jour inscrit, la date, et il ne reste plus au peintre qu'à remplir la case. Donc vous voyez comment, en quelque sorte, le journal qu'on attend, c'est important le support. Si j'écris mon journal, comme si Amiel écrit son journal sur des feuilles volantes, bon, ou plutôt sur des feuilles libres, sur des feuilles qui n'ont pas de jour inscrit comme ça. On a un journal du type fleuve, du type confession. Mais chez Delacroix, les malheureux qui ont essayé n'ont jamais trouvé la moindre confession. C'est pas un journal de confession, c'est un journal d'action, un livre de raison, un journal pour mener à bien ce projet d'écrire en même temps que peindre, de peindre en même temps que d'écrire. Et donc ça donne un aspect très particulier aux agendas. Dimanche 18 avril. À l'atelier à 9h. L'aure venue. Avancer le portrait. C'est une chose singulière que l'ayant désiré tout le temps de la séance, au moment de son départ assez précipité à la vérité, ce n'était plus tout à fait de même. Il m'eût fallu le temps de me reconnaître. Le mâle venu et acheté le Turc qui monte à cheval. Pierret venu. Tour aux Champs-Élysées. Retrouver chez lui Félix. Dîner chez Pierret et passer la soirée à continuer le Charles IX. Vu avec bien du plaisir les calques des petits dessins de Géricault. Déjeuner, 12 sous. Pied de cochon, 2 francs 5. Total, 2 francs 17 sous. Prêté à Pierret ce matin, 80 francs. Il m'en doit 20. Total 100 francs. Alors, il y a quelque chose encore qui m'intrigue, c'est que dans ces carnets oblongs, il y a le jour,
Il y a Oui. une case qu'il faut remplir. C'est ça, Alors, oui. Delacroix s'arrête quand la case est remplie. Eh ben oui, très souvent. Alors ça, c'est assez amusant parce que effectivement, on dirait que la case le prédispose à s'arrêter. Alors on a des exemples, par exemple, de jours. Bon, on peut appeler ça, par exemple, un espace-jour, espace du jour. Hein, mettons, appelons ça un espace-jour. Bon, eh bien, il y a des notes qui s'arrêtent exactement à la fin de l'espace-jour. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, le peintre éprouve au contraire le besoin d'en écrire davantage. Alors, que faire pour en écrire davantage? Alors, il tourne la page. Il peut pas, naturellement, écrire à la suite, sinon il oblitère tous les jours à venir. Alors, il prend son journal à l'envers. Il fait un journal à rebours avant l'heure. Il le prend à l'envers et il écrit sur les pages précédentes. Et en renvoyant, alors il dit voir au 25 mars. Et on renvoie ainsi. Et le journal, ainsi, c'est un système, une sorte de système clos qui se renvoie à lui-même de page en page. Par moment, il a essayé aussi un système qui consistait à accrocher des petits bouts de papier avec des épingles. À l'époque, on n'avait pas d'agrafe, hein, de simples petites épingles qui tiennent pas très bien, qui rouillent, sur lesquelles il écrit quelque chose, qu'il replie, qui s'en mêle. Alors, il abandonne très vite ce système qui ne marche pas. Et bon, il y a quand même quelque chose qui est assez amusant, c'est que certains moments, il écrit énormément, notamment quand il est en voyage à Ems, il s'ennuie pas mal, alors il écrit, et il continue à garder ce journal. Alors là, moi, je trouve que c'est vraiment étonnant. Pourquoi garder un journal pareil quand on a besoin d'écrire? Mais oui, si peu pratique, parce que quand à certains moments, il arrive à cadrer son écriture par rapport à l'espace-jour, mais il y a d'autres moments où il déborde et il se heurte à des problèmes monstrueux, puisqu'il ne peut pas toujours avoir des pages avant. Parfois, le journal éclate, explose, enfin le support explose, on pourrait dire. Et pourtant, il continue. Il continue à garder, et tard, jusqu'à sa mort, jusqu'en 1863, il écrit la dernière phrase du journal, je crois, c'est « La peinture est une fête pour l'œil ». Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est pas cité exactement, mais cette dernière phrase est encore écrite d'un crayon tremblotant quelques semaines avant la mort du peintre. C'est toujours sur ses agendas. Comme une sorte de compromis, je pourrais dire, c'est-à-dire compromis entre quelque chose un suivi temporel, enfin la fonction habituelle d'un journal intime, qui est de continuer au jour le jour, de s'accrocher au jour, et en même temps un suivi de type agenda, c'est-à-dire en quelque sorte une nécessité spatiale. Enfin, je crois que ce qui est important pour Delacroix, c'est s'il avait eu un cahier blanc, blanc dans la page blanche infinie, il aurait, je pense, arrêté très vite son journal. C'est-à-dire ce qui s'est passé en 1824, où le journal se délaye, s'achève en typographie décorative, en tâches, en brûlure. Il y a même une brûlure, on dirait une brûlure de cigarette, une brûlure dans le journal. Mais à partir du moment où il a les agendas, Delacroix, il se sent en quelque sorte tenu, quadrillé par cet agenda qui constitue une sorte de repère orthonormé, quoi, une sorte de compromis entre, d'une part, le suivi temporel, qu'on placerait symboliquement sur l'axe des X, et d'autre part, le quadrillage lui-même, qui est comme une prison, mais aussi comme quelque chose qui tient, comme un corset de l'écriture, et qui se constituerait, si je puis dire, sur l'axe des Y, enfin, pour reprendre la métaphore. C'est un peu comme si la peinture avait besoin d'une loi qu'elle aurait trouvée visuellement dans le journal, dans ses agendas. C'est possible, c'est vrai, ce que vous dites me fait penser à un aspect frappant, c'est l'aspect extrêmement comment dire, calligraphié du journal. Alors, je veux pas dire calligraphié au sens où il fait de la belle calligraphie, mais enfin, il a quand même recours à la justification du texte, qui est bien cadré, aux tabulations, enfin, il déplace certains mots, il les met, il y a un relief visuel dans ce journal. Et je pense qu'il devait s'en servir un peu comme un objet visuel, avec des repères visuels, des mots encadrés, par exemple, le mot sublime, qui s'étale sur une page et qui est encadré. Et dans l'édition, ça donne pas du tout ça. Dans l'édition, il y a un simple mot sublime, point. Il y a un élément spatial dans ce journal qui n'apparaît pas du tout à l'édition, bien évidemment. Il faudrait faire un facsimilé pour que ça puisse apparaître, ce qui est impossible vu la taille du journal. Quand on parle de la mélancolie de Delacroix, on pourrait dire que là, il réussit à visualiser son rapport au temps. Oui, qui réussit à visualiser son rapport au temps, c'est-à-dire, c'est exactement ça. Mais en même temps, il y a une angoisse qui apparaît, parce que tous ces jours blancs, qui ne se voient pas dans l'édition, mais tous ces jours blancs, il y a des pages entières de blanc, forcément, il peut pas écrire tous les jours une petite note. À chaque jour suffit sa note, certes, mais il y a des jours sans note. Et dans ces moments-là, c'est vraiment très difficile, peut-être pour lui, de voir tous ces espaces blancs où il ne s'est rien passé, tous ces jours morts, quoi. Diem perdidi, tous les jours perdus. Lundi 26 avril. Le résultat de mes journées est toujours le même. Un désir infini de ce qu'on n'obtient jamais. Un vide qu'on ne peut combler. Une extrême démangeaison de produire
de toute manière, de lutter le plus possible contre le temps qui nous entraîne et les distractions qui jettent un voile sur notre âme. Presque toujours aussi une sorte de calme philosophique qui prépare à la souffrance et élève au-dessus des bagatelles. Mais c'est l'imagination qui peut-être nous abuse encore là. Au moindre accident, adieu. Presque toujours la philosophie. Je voudrais identifier mon âme avec celle d'un autre. Delacroix découvre un jour que écrire à bâton rompu, comme Montaigne, dit-il, c'est un style. Et ce jour-là, peut-être Delacroix a-t-il vraiment l'idée de devenir un écrivain. Et alors bon, évidemment, ça n'arrive pas ex nihilo. Il est bien évident qu'il y a une bonne raison qui fait que brusquement il se met à connaître le modèle de Montaigne. Et peut-être cette raison, c'est que les journaux commencent à être publiés. Les journaux des contemporains, bon, c'est plus tard, un peu plus tard, mais Joubert et Mène de Biran, ce sera dans les années 50 et quelques, 56, je crois, à peu près. Enfin, déjà le journal le journal qui n'était pas du tout publié, enfin, les journaux intimes n'étaient pas publiés, brusquement, ils se mettent à être publiés et à devenir des œuvres à part entière. Donc, le modèle de Montaigne est parfaitement admis. Montaigne est un homme qui est censé avoir écrit à bâton rompu ce qui lui passait par la tête, et Delacroix se dit, mais on peut donc faire un livre avec cette forme libre. Alors, il se donne comme modèle Montaigne. Il faudrait écrire des livres comme Montaigne, cette littérature est très bien. Et il n'aime pas, d'ailleurs, il a horreur de composer, il le dit lui-même plus tard, il hait la composition, l'écriture, la lourdeur de la composition. Et alors, ce projet de plus en plus littéraire apparaît notamment en 1855. En 1855, là, Delacroix de plus en plus affirme son projet littéraire. Alors ça correspond aux éditions de Joubert et Mène de Biran dont il a entendu parler probablement. Il commence à déchirer dans son agenda des pages qui ne lui plaisent pas, et on en est sûr, puisque il, sans doute un peu rapidement, il lui est arrivé de refermer un agenda, et l'encre n'a pas séché. Donc on est sûr, parce que n'importe qui, on peut dire, n'importe qui aurait pu arracher des pages d'agenda, hein, dégradation, vous voyez, enfin, tout ce qui peut arriver. Bon, mais en fait, on est sûr que c'est lui, puisque sa propre écriture s'est reflétée au miroir sur la page d'en face. Donc, on a donc un journal qui veut s'épurer par l'intérieur. Delacroix barre ce qu'il ne peut pas arracher. Des autocensures. J'ai acheté des côtelettes. Bon, il barre, il ne veut pas laisser ça, alors qu'avant, il souffrait totalement. Enfin, le journal souffrait tout à fait d'avoir des indications de ce genre-là, hein, bien évidemment. Et alors là, c'est fini. Il a décidé d'écrire. Et il se met à écrire dans un style qui rappelle, là encore, les moralistes de la forme brève, c'est-à-dire un style à la fois, comment dire, il évoque, par exemple, Thiers, la princesse, il se moque entre gens de bon ton, de l'habillement de la princesse qui porte des robes ridicules, les femmes s'habillent vraiment n'importe comment. Enfin, il y a le côté ton du moraliste classique. Il s'inscrit résolument dans cette perspective et il essaie de polir son style, et de travailler et de reprendre, il reprend des fautes d'orthographe, des formules mal faites, alors qu'avant il s'en moquait complètement. Hein. Mercredi 13 avril. Il faut toujours gâter un peu un tableau pour le finir. Les dernières touches destinées à mettre de l'accord entre les parties hautes de la fraîcheur. Il faut paraître devant le public en retranchant toutes les heureuses négligences qui sont la passion de l'artiste. Je compare ces retouches assassines à ces ritournelles banales qui terminent tous les airs et à ces espaces insignifiants que le musicien est forcé de placer entre les parties intéressantes de son ouvrage pour conduire d'un motif à l'autre ou les faire valoir. Les retouches, pourtant, ne sont pas aussi funestes au tableau qu'on pourrait le croire, quand le tableau est bien pensé et a été fait avec un sentiment profond. Le temps redonne à l'ouvrage, en effaçant les retouches, aussi bien les premières que les dernières, son ensemble définitif. Il ne faut pas essayer à tout prix de plaquer des valorisations. Moi, j'ai compris une chose pour Delacroix, c'est que plus on plaque des valorisations sur Delacroix, moins on le voit.
Et à la limite, il en va de même pour Baudelaire. Plaquer la valorisation baudelairienne sur Delacroix, c'est rendre invisible la peinture. Bon, moi, je pense que c'est pareil pour ce journal. Vouloir à toute force que ce soit une œuvre littéraire, c'est, comment dire, c'est réduire l'esprit de celui qui est en face à une incompréhension totale. Il lit des phrases qui sont à peine formées, des notes jetées sur le papier, des listes de peintures, des listes de couleurs, blanc, momie, vermillon, et il faudrait qu'il caractérise ça en tant qu'écriture, au sens de texte, avec tout ce qu'on a derrière la tête, tout ce qu'on appelle un texte. Donc il se produit une sorte de déchirure. Il faudrait voir le journal pour ce qu'il est, c'est-à-dire des notes sur la peinture, et pas forcément un texte au sens écrivain, c'est-à-dire un texte peut-être, mais pas le type de texte. Il faut pas plaquer a priori une idée de tel ou tel texte. Ça ne va pas, ça peut pas coller. C'est de même que de voir Delacroix esthéticien, c'est le même problème. Delacroix n'est pas esthéticien, il a fait certaines remarques et il les écrit. Il n'a pas la volonté d'être un esthéticien au sens philosophe du terme, pas du tout. Ce journal, c'était... Moi, au fond, je l'ai lu avec mes oreilles, je dirais. Je l'ai entendu. J'ai prêté l'ouïe dans cette deuxième lecture que j'ai faite du journal de Delacroix. Il m'a semblé entendre. Au fond, à travers cette scansion du temps, c'est cette petite voix qui m'a frappée, cette voix. Parce qu'en fait, où sont les mots quand un peintre travaille? Oui. Où sont-ils? C'est une question. Oui, c'est une question. Moi, j'ai mis longtemps à avoir une idée là-dessus. Est-ce qu'il y a des mots au moment du travail? Cette petite voix, puisque c'est une voix qui parle avec des mots, évidemment, à mon avis, oui, elle continue. Moi, je me souviens très bien d'un moment où je lui ai dit « cause toujours ». Donc cette ça, petite voix, c'est la petite voix, pendant que vous peignez, il y a une petite voix qui Pas parle. toujours, mais je sais que des fois, par exemple, je suis en train de peindre, il y a des trucs qui traversent, qui n'ont rien à voir avec la peinture. Parce que la peinture est... comment pouvez-vous imaginer qu'un peintre qui va peindre un sujet, comment on dit, enfin le sujet qui peint, c'est le peintre, ou le peintre peint. Alors, cette petite voix, très souvent, les naïfs pensent que c'est le sujet de la toile. Et même les peintres pensent ça. Alors, mais non, tout ce qui passe comme ça, qui traverse, qui est quelquefois torturant pour certains sujets, justement. Moi, non, mais je sais que j'en ai rencontré dans mes expériences. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite voix, par exemple? Ah, elle peut dire, par exemple, elle peut dire, comme le dit Delacroix, que peut-on faire de grand au milieu de ces accointances éternelles avec tout ce qui est vulgaire? Point d'interrogation. Pensez au grand Michel-Ange. Point. Nourris-toi de grandes et sévères beautés qui nourrissent l'âme. Point. C'est ce genre de truc. C'est une voix, étonnamment, qui a l'air de vous faire la morale sans arrêt. C'est une voix qui vous fait la leçon. C'est une voix qui vous dit fais ci, fais ça. Fais pas ci, fais pas ça. Qui vous dit pense à ces grands. Quand je pense à ces crétins, c'est une voix qui est sans, à mon avis, c'est une voix qui vient de l'ordre parental. C'est une voix qui, à l'inverse de ce qu'on pense en général, à mon avis, fait tout pour vous empêcher de peindre. C'est une voix surmoïque. Et de cette pensée-là, le peintre, il n'en a rien à faire. Jamais. Justement, il est peintre, sans doute pour se sauver de ça, je crois. Vous me direz qu'un écrivain aussi, je crois. Enfin là, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas Delacroix est peintre, voilà. Il écrit, on ne sait pas trop. C'est ça. En fait, quelle est la place de cette petite voix dans le journal? À mon avis, il en parle quelque part quand il parle de qu'est-ce que l'écriture. Alors, qu'est-ce que l'écriture? Il en dit quelque chose. Il dit que pour lui, l'écriture a été beaucoup plus facile. Plus tard, dans le journal, pas dans ses premières années. Mais dans le journal, il dit « Oh, mais vraiment, écrire est tellement plus agréable et plus facile que peindre. » Et bien, bien sûr, pardi. Quand vous êtes le premier à faire une trace dans la neige, par exemple, dans le sable du désert, je veux dire, vous êtes le premier à faire la trace, c'est pas facile. Cet espace blanc, ce rectangle incandescent, vous brûle les doigts.
Et c'est vrai que c'est une immense solitude. Qu'on le veuille ou non, je sais. Mais il y a quelque chose dans le geste du peintre qui précisément se passe des mots. Précisément, Se passe des mots. c'est passe. Ça veut bien sûr. La peinture, c'est là où il n'y a pas de mots. Est-ce que se trouverait dans le journal tout ce qui ne doit pas être peint? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le journal qui est aussi de l'ordre de la peinture? Je pense que dans le journal, c'est de l'après-coup, pour ce qui concerne la peinture. C'est de l'après-coup. Par exemple, quand il dit « ces retouches assassines », quand il dit « ces réalistes qui ne savent pas qu'une peinture s'arrête bien avant qu'elle soit achevée », c'est un peintre de la Croix qui reste dans l'ordre de, comme le disait Chitao, non pas de l'inaccompli, mais de l'inachevé. Et à qui s'adresse ce journal, en fait? Peut-être à un lecteur mais comme hypothétique. je tentais de le dire au tout début, je pense que l'adresse est justement particulière, et c'est ce qui fait la grande différence de statut entre l'écrit du journal et la peinture. La peinture est une œuvre d'art, le journal n'en est pas, parce que justement, le journal est adressé. Il est adressé à un autre, soit invisible, soit inconnu, soit lui-même, soit une instance, à mon avis, d'autorité parentale souvent. Mais quand il se dit à lui-même malheureux, je pense qu'il prend la parole à la place de cette instance et il s'adresse à lui-même à la place des parents, par exemple, ou à la place de Rubens, ou à la place de Dieu sait. Mais de toute façon, c'est une espèce de dialogue intérieur, et on peut même aller jusqu'à dire méditation. Non? Si. C'est quelqu'un qui a fait sa vie seul, fondamentalement. Il a déterminé son parcours lui-même, et son journal, c'est comme une compagnie, au fond. Et surtout vieux, je trouve, dans la dernière partie du journal, on sent quand il rentre de promenade, c'est sûr, on le voit, il s'assied, il prend son journal. C'est pas une tasse de thé avec quelqu'un. Il nous dit aussi dans son journal que, précisément, s'il écrit peut-être, comme moi je le dis, pour tenir le coup, il peint sans raison. En fait, il n'y a pas de raison pour peindre. Ah oui. Il peint pour rien. Oui, pour rien, ça c'est sûr. C'est ça l'histoire du peintre. Ah oui. Ah oui. Et même toute la vie, depuis le début jusqu'à la fin. C'est tellement surprenant que ce soit ça que je comprends qu'on ait besoin d'écrire, parce qu'il n'y a personne pour vous en dire quelque chose. C'est une provocation à soi-même. Oui, oui. De peindre? Oui. Donc, c'est la jouissance et la terreur dans la peinture sont toutes proches. L'angoisse, c'est bien de la jouissance. Et ce truc, ça va avec des hauts et des bas. Hein. Il y a des grands moments de plaisir, il y a des moments de sécheresse, il y a tout ce qu'on veut. Et ça, dans le flux de ces choses dans le journal y est. Ça, on l'entend. On l'entend. Mais c'est pas un grand texte, comme on parlerait de... Mais lui, quand il parle de Shakespeare, d'ailleurs, il le dit bien. Maintenant, nos modernes, il dit à un moment donné, nos modernes, c'est Corneille, Racine, ne sont plus assez... comment on dit ça? Nos modernes ne sont plus assez généreux. C'est plus Homère, Shakespeare, voilà. Ils savent plus parler de la mort maintenant, nos modernes. Ils savent plus, ils sont pas généreux. La vérité est que dans les dernières années de sa vie, tout ce qu'on appelle plaisir en avait disparu. Un seul, âpre, exigeant, terrible, les ayant tous remplacés, le travail, qui alors n'était plus seulement une passion, mais aurait pu s'appeler une fureur. Charles Baudelaire. Il est de fait que, pas très globalement, Delacroix revient très souvent sur les mêmes objets. Enfin, on pourrait évidemment faire une collection relativement restreinte des thèmes qui le font écrire, dans des embrayeurs
de l'écriture. Et les retours peuvent aller jusqu'à recopier sa propre écriture, reprendre, soit pour des raisons qui sont des raisons de constitution d'un dictionnaire des beaux-arts qu'il projette et qu'il ne réalisera en fait pas, il réinsère du déjà écrit dans la perspective de ses articles du dictionnaire, soit il revient sur des projets, et c'est peut-être la récurrence des mêmes projets, surtout lorsque, je dirais, ils ne se réalisent pas, hein, qui est intéressant. En particulier, il projette un sacrifice de Noé après le déluge, qui revient 4 ou 5 fois dans le journal, avec des formulations, sous des formulations presque identiques, et le tableau n'a jamais été exécuté. Il commence son dictionnaire. Il le commence un beau jour. Il écrit, il cherche des titres, dictionnaire des beaux-arts, dictionnaire, etc. Il écrit plusieurs titres et il commence à noter des articles. Alors on a l'article touche, l'article Watteau, l'article maître, maestro, maîtrise, enfin tous les articles, mais aussi bien des articles très techniques liés au reflet, à la liaison des parties, au rapport du fond et de la figure sur un tableau. Et à chaque fois, il prend son journal, il considère à ce moment-là son journal un peu comme une sorte de réservoir. On dirait que le dictionnaire, c'est presque un index du journal. Il reprend tout le journal qu'il a accumulé, et dans ce journal, il cherche les choses qu'il avait écrites. Donc, son journal, il se recopie complètement. Et par moments, il a d'ailleurs pas le courage de se recopier, il se contente d'écrire, voire agenda 55, virgule, mais tel mois, telle heure, enfin, il note des références internes au journal. Donc, alors, il travaille un peu comme un bibliothécaire en faisant des souches, vous voyez, comment on pourrait dire, Il est documentaliste de lui-même, en fait. C'est ça, voilà, il fait exactement un boulot d'autodocumentaliste de lui-même, en reprenant toutes ses entrées, et toutes les entrées de dictionnaire, et parfois il recopie, parfois tout simplement il se réfère à telle ou telle chose qu'il a dite, telle observation qu'il a faite. Alors cette observation, c'est intéressant de voir que c'est comme des espèces de petites esquisses. Une sorte d'idée visuelle. Enfin, c'est un dictionnaire composé d'idées visuelles. Alors, par exemple, il y a un exemple. Bon, un jour, il note dans le journal qu'il a vu des gamins, des galopins monter sur la fameuse statue Saint-Sulpice et qu'il a été frappé par la couleur, les reflets qui sont vert et violet. Enfin, quand c'est vert, c'est un reflet violet. Bon, il note une remarque de couleur. Et dans son dictionnaire, il reprend simplement l'essentiel de l'idée visuelle, c'est-à-dire les galopins sur la statue de Saint-Sulpice. Et il se souvient que c'était une histoire de vert et de reflets, une histoire de reflets complémentaires, de orange et de violet, etc. Enfin, toutes les couleurs complémentaires. Donc, c'est vraiment un travail sur soi-même, un travail de recopiage, de relecture et d'épuration du journal. Il ne reste finalement que ce que moi, Delacroix, j'ai à transmettre aux jeunes générations, tout ce que j'ai appris, mais le plus humblement possible en technique picturale, tout ce que j'ai découvert chez Rubens et dans la nature. Il adore contempler la nature, Delacroix. On est à nouveau là dans une démarche de salubrité de la mémoire, de gestion du temps aussi, non? Oui, peut-être c'est un peu différent. Enfin, je me demande si on n'est pas dans une phase où le temps, peut-être, à la fois le temps s'arrête et le temps ne s'arrête pas. Alors, le temps s'arrête parce que c'est un moment de synthèse, un moment où il ne tient plus compte des jours. Oui, c'est-à-dire pendant quelque temps, on ne tient plus compte des jours. C'est ça qui est frappant. Delacroix écrit sur son journal, il le prend comme un espace physique de 2 pages verticales sur lequel il inscrit les mots. Et à ce moment-là, les jours ne comptent plus. Alors, ce qui donne dans l'édition, au 1er janvier 57, des pages et des pages, ou 17 janvier, c'est 17 janvier 57, des pages et des pages et des pages, alors qu'en fait, ce n'est plus le 17 janvier 57, c'est des pages qui s'accumulent, quoi. Donc, mais malgré tout, ce qui est frappant, c'est que le journal, le petit pianissimo du journal suivi, enfin du suivi diariste ou intimiste, comme on dit, reprend. Et brusquement, alors qu'il a noté, par exemple, article touche, voire suivi, voire reflet, etc., il écrit quelle adoration que j'ai pour la peinture, etc. Il reprend des phrases, ou alors il dit j'ai contemplé un troupeau de moutons charmants, quelle adoration que j'ai pour ces animaux. Il aimait la peinture et les moutons, Delacroix. Donc ça se remélange au dictionnaire. Ça se remélange au dictionnaire. On a le dictionnaire et en même temps le journal qui reprend presque sur un mode mineur, et le tout s'entretisse, et ça se voit physiquement.
dans le journal. Le journal reprend cette écriture penchée de Delacroix dans les petits espaces-jours et qui continue parfois d'un espace-jour à l'autre, alors que le dictionnaire, c'est des petites majuscules très proprettes au crayon à papier, ouvragées, hein, des jolies majuscules. Par exemple, il écrit l'article touche, il prend la peine d'ornementer, si je puis dire, de faire presque des lettrines, enfin, d'ornementer la lettre. Et il y a un côté très joli, qui n'est pas du tout d'ailleurs un côté de dessinateur. C'est joli à regarder, mais il n'y a absolument pas de dessin. Ça aussi c'est important. Hein. Il n'y a pas de dessin pratiquement pas de dessin dans le journal de Delacroix. Le 22 juin, au crayon. Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. Ce n'est pas à dire qu'il n'y faut pas de raison. C'est comme les beaux vers. Toute la raison du monde ne les empêche pas d'être mauvais s'ils choquent l'oreille. On dit avoir de l'oreille. Tous les yeux ne sont pas propres à goûter les délicatesses de la peinture. Beaucoup ont l'œil faux ou inerte. Ils voient littéralement les objets, mais l'exquis, non. Ce qui est le plus significatif, c'est ce qu'il écrit dans son journal même, ça doit être vers 1850, où il oppose la vision de la page d'écriture, hein, avec la vision de sa palette. Je crois que là, il y a une expérience tout à fait radicale pour définir sa position de peintre par rapport à l'écriture même. Pour le peintre, regardant la page d'écriture, cette page d'écriture, ce sont de petites taches noires. Et ces petites taches noires, dit-il, enflamment bien moins mon imagination que la simple vue, le matin, de ma palette avec ses couleurs fraîchement arrangées. Son enthousiasme tient à ces matières colorées qu'il a avant tout tableau à proprement parler sur sa palette même. Et ces contrastes de couleurs, puisqu'il s'agit des contrastes de couleurs dans sa phrase, hein, s'opposent au battement contrasté également, mais simple, du noir et du blanc. Bon. L'écriture, c'est de ce côté-là une jouissance pauvre, hein, sur le plan visuel. En fait, quand il pense à la littérature, il pense toujours presque en classique, en homme du XVIIIe siècle. Enfin, c'est une écriture rhétorique. Hein. Et cette rhétorique qui demande du temps, qui a le temps pour elle, mais qui réclame le temps du lecteur, hein, il l'oppose à l'intensité de la saillie de la peinture. Il faut revenir en quelque sorte à cette féminité de la couleur. La prévalence de la couleur dans l'imaginaire est quelque chose qui a à voir avec, on l'a dit, la mort, avec le corps des faits, et probablement avec, je dirais, des images maternelles extrêmement anciennes, extrêmement enfouies, qu'il n'explicite pas, en tout cas directement, sinon peut-être par, il faudrait le voir dans ces figures de femmes, voir dans ces figures de femmes tueuses comme la Médée. Mais il y a certainement un ancrage profond de la peinture et de la couleur, hein, et de la mélancolie dans la perte de la mère. Et cet ancrage-là est certainement beaucoup plus fort que celui que
l'on retrouve dans le journal même, hein, puisque c'est bien par la mémoire de la perte de la mère que s'inaugure le journal, mais je dirais le journal, l'écriture n'est certainement que seconde par rapport à cette expérience très profonde. Elle n'en est que l'affleurement, je dirais précisément au niveau du discours, sur le mode du discours disjoint, sur le mode du discours fragmentaire, sur le mode du discours d'un discours qui n'est pas un discours comme peut l'être l'écriture diariste. En fait, l'écriture du journal serait du côté de cette mémoire d'une perte maternelle, alors que la peinture serait du côté peut-être d'une retrouvaille silencieuse, d'une retrouvaille physique, sensuelle et silencieuse. Église Saint-Sulpice, dans la chapelle des Saints-Anges. Ce qui est frappant pour le combat de l'ange de Jacob avec l'ange, puisque c'est comme ça qu'il l'a nommé, est très verte. Hein. En fait, c'est tiré de ses croquis de Champrosay, je pense. Enfin, si c'est non pas Champrosay, en tout cas c'est là, de sa campagne. Je crois que c'est Champrosay. Les grands chênes. Ces grands chênes. Enfin, tout de même, les grands chênes dans cette peinture sont bien deux tiers, oui, habitent bien les deux tiers de la peinture. En fait, en général, on ne parle que du combat, mais du combat avec l'ange. En fait, Jacob, ça se passait le soir, au crépuscule, comme ça se passe aussi au crépuscule de la vie de la croix. En 61, il meurt en 63, en 1863. C'est son dernier grand œuvre. Voilà, c'est son dernière grande peinture. Et qui lui a causé bien du tourment. D'abord, il était malade déjà, je crois, quand il a eu. Depuis, il disait qu'il venait tous les matins, comme il allait voir sa maîtresse, c'était sa dernière passion, cette peinture. Et avant même de commencer, les problèmes de sa santé étaient déjà extrêmement importants. Il a demandé à 2 de ses élèves de l'aider à peindre. Il a essayé, il pensait qu'il avait besoin d'une peinture épaisse, dense, et que la fresque ne lui conviendrait pas. Fresque qui était la technique des Italiens, des grands Italiens. Pas de Rubens, évidemment, mais enfin de Michel-Ange. Et il a fait un essai de peinture à la cire, qui est extrêmement compliqué. Vous savez, la peinture à la cire, ça se fait à chaud. Il faut faire fondre la cire d'abeille, mélanger à chaud avec des pigments, des colorants, et peindre à chaud. En fait, il a demandé à un de ses élèves de le faire. Le mur s'est effrité, puis il a demandé à un second élève ses élèves. Donc, à ce propos, en lisant ça, je me suis aperçue que donc il avait des élèves. Parce que je ne savais pas. Et puis, finalement, ça n'a pas marché non plus. Il a pris la chose en main. Et alors, il y a une énorme fierté dans son journal qu'on retrouve, justement. Si moi, avec ce que je suis, mon âge et mon expérience, j'ai encore cette flamme-là, j'ai encore cette capacité de faire mon dernier combat, parce que, mais enfin, ce combat-là. Et il disait, cette peinture me tuera. C'était quelque chose effectivement. Alors, ce qui est frappant ça peut peut-être nous renvoyer au thème. Oui. En fait, pourquoi Delacroix a choisi ce thème-là, le thème de Jacob et de l'ange? Oui. Évidemment, l'ange, comme dit Christian Gaillard, c'est un volatile. C'est un volatile. Jacob est tout sauf un volatile. Jacob, c'est celui qui a, entre guillemets, usurpé la bénédiction de son père, pris la place d'Ésaü. Et puis c'est au retour, parce que cette toile, c'est non seulement la fin de la vie de Delacroix, mais c'est aussi le moment où, à la mi-temps de la vie de Jacob, au retour,
vers son frère Ésaü, lui qui l'attend pour qu'il se réconcilie. Enfin, en tout cas, il ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin, c'est une rencontre de réconciliation. C'est un rapport. Et donc, c'est ce crépuscule-là, où sur la route, par hasard, cette rencontre a lieu. Et Avec l'ange. Avec l'ange. Enfin, l'ange, comme on l'appelle, parce que c'est une traduction en français, l'ange. De De l'hébreu, du texte de la Bible, qui est en hébreu. Donc, on peut dire, c'est une des traductions, l'ange. On va la garder, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de la peinture et non pas de traduction. Hein. Mais tout de même, c'est un être hors. C'est un autre, encore. Par rapport à Jacob, c'est une autre nature, et on voit bien je viens voilà, je me retrouve dans cette chapelle, et il y avait longtemps, pas tellement longtemps, je dois dire, parce que c'est un milieu de promenade, à moi aussi, ici. Et donc, je l'avais vu il n'y a pas longtemps, mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le regard, la directionnalité du regard de l'ange, le groupe étant situé relativement bas dans la peinture, son regard étonnamment suit une diagonale descendante et qui arrive sur l'angle, ce que j'appelle l'angle maître d'une peinture, c'est les 4 angles qui délimitent ce fameux rectangle. L'angle maître qui est à droite et sur le registre inférieur. C'est-à-dire que si on traçait une ligne, au fond, le regard de l'ange couvrirait à peu près la partie qui est en bas de la toile, n'est-ce pas? Et le regard de Jacob, étrangement, a l'air de se diriger sur l'angle maître qui est en bas et à gauche. C'est-à-dire que leurs regards ne se croisent absolument pas. Ce sont deux directions. Et vous voyez bien, c'est curieux pour une rencontre. Non? Et oui, c'est... Au fond, peut-être qu'une rencontre, on en parle un petit peu trop à la légère dans tout un mode de parler habituel. Je suis heureuse de faire votre rencontre. Ah, j'aimerais. Mais en fait, une rencontre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversibilité, peut-être. Une rencontre, c'est quelque chose qui produit un choc. Ici, visuel. Ici, ça finit en combat. Dans le texte aussi, il y a dans l'interprétation de Marc-Alain Wakni, qui est vraiment majeur de nos jours, enfin dans les interprétations contemporaines du texte biblique, cette idée que Jacob est un passeur. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette scène se passe à côté d'ailleurs d'une rivière qu'on ne voit pas dans la peinture de Delacroix, qui est le Jabbok. Il y a Jacob, il y a de l'eau, pardon. Il y a de l'eau effectivement en bas. Ah oui, bel et bien, il y a l'eau et même l'eau qui tourne. Et c'est très important que ça fasse la rivière fait un coude, comme on dit. Ah oui, c'est vraiment à côté de la rivière. Je n'avais pas vu qu'elle était si près. Il a bien suivi le texte biblique. Cette rivière s'appelle le Jabbok. Jacob Jabbok. Et d'ailleurs, quand on regarde sur un dictionnaire hébreu, on voit qu'Yabok, le verbe veut dire étreindre, combattre. Et cette rencontre, elle me parle énormément, puisque c'est la dernière peinture. Et à mon sens, puisque nous venons de parler au moment tout de même du journal, et que je trouvais que dans le journal, il y avait ce conflit entre les voix. Au jour le jour, dans la scansion du temps, dans les images qui surgissent, qui viennent vous conforter, etc. Ici, au contraire, c'est un surgissement qui fait tout sauf vous conforter. Il y a ce choc et peut-être le visage de mélancolie, peut-être de l'ange. La mélancolie serait du côté de l'ange, pour Delacroix ce jour-là. Et la fureur de combat serait du côté de Jacob et de Jacob. Et il bande ses muscles alors que en aucun moment on voit dans le corps de l'ange quoi qui est fort bien planté sur ses pieds. Je veux dire, ses ailes et ses pieds ont l'air bien terriens d'une certaine manière, terrestres. Bon,
il y a ce visage qui nous emmène plutôt, qui emmène notre regard dans une autre sphère. Et ce sont deux aspects du conflit peut-être, dans toute la dramaturgie, on peut dire, de la vie de Delacroix, qui n'ont jamais cessé deux. Il y a eu toujours deux piliers en conflit dans tout ce qu'a fait Delacroix. Ainsi mourut, presque en souriant, le 13 août 1863, Ferdinand Victor Eugène Delacroix, peintre de grande race, qui avait un soleil dans la tête et un orage dans le cœur, qui toucha 40 ans tout le clavier des passions humaines, et dont le pinceau grandiose, terrible ou suave, passait des saints aux guerriers, des guerriers aux amants, des amants aux tigres et des tigres aux fleurs. Théophile Sylvestre. Voilà, on est avenue Eugène Delacroix, 49e D11, qu'est-ce que ça veut dire ça? Deuxième division, c'est ça. 49e division, deuxième section. Voilà. À côté du chemin de la cave. On lui dit au revoir. Oui, oui. Salut. Salut Delacroix. Une vie, une œuvre, le journal de Delacroix, ou ces mots que le peintre nous cache, par Stéphanie Katz, avec Jean-Pierre Guilherme, Anne Larue, Nicole Savy, Bruno Maton et Michel Katz. Texte lu par François Château, groupe de réalisation, Antoine Lehambre, Franck Malabry, Jacques Taroni.